Les chemins de la connaissance. Michel Chilowitz présente Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge. Aujourd'hui, Gérard Naon, professeur à l'école pratique des hautes études, parle de Paris et des Juiveries au Moyen-Âge. Il répond aux questions qui étaient ces Juifs médiévaux, pourquoi et où sont-ils partis, pourquoi ont-ils perdu l'usage du vieux français. Gérard Naon, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, section des sciences religieuses, responsable également au CNRS de la publication de la nouvelle Gallia Judaica dont a parlé Eliane Ross. De quand date la présence juive à Paris ? À Paris, la présence juive remonte à des temps extrêmement lointains, puisque Grégoire de Tours, déjà, parle de leur présence comme d'un fait tout à fait admis et ancien. Et on retrouve pratiquement sans interruption les Juifs à Paris jusque dans le bas Moyen-Âge. Simplement, leur installation a varié et nous n'avons pas un, mais plusieurs quartiers juifs de Paris. Celui qui apparaît le plus fortement dans nos textes, c'est celui de la Cité. C'est le quartier qui est aujourd'hui sur l'emplacement même de la rue de la Cité, qui était la principale artère de Paris. C'était l'artère centrale qui conduisait au nord à Saint-Martin et au sud sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette rue de la Cité actuelle, était la rue de la Juiverie. Elle l'est restée d'ailleurs jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et dans la rue de la Juiverie se trouvait une synagogue, dont nous avons les plans encore, et qui fut confisquée par Philippe Auguste, mais l'église de la Madeleine, qui a pris la suite de la synagogue, est devenue la plus importante paroisse de l'île. Mais il y avait aussi, à ce moment-là, déjà des Juifs sur la rive gauche. La rue de la Harpe était aussi une rue de la Juiverie, et leur cimetière, le cimetière des Juifs, se trouvait en haut de la rue de la Harpe, à l'intersection du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel actuel, où c'est à cet emplacement que, en creusant pour aménager les souterrains de la librairie Hachette, il y a plus d'un siècle, on a retrouvé un très grand nombre, plusieurs centaines de pierres tombales avec inscription hébraïque. On a des listes de Juifs habitant sous le Petit Pont au tout début du XIIIe siècle. Nous possédons pour Paris un magnifique rôle de la taille de 1292 et 1296, et les Juifs y sont à part, et cela commence par « Si sont les Juifs de Paris » avec leur nom et les sommes qu'ils payent. La plupart n'habitent pas la rue de la Juiverie à ce moment-là d'ailleurs, parce que c'est déjà un quartier archéologique, la rue de la Juiverie. C'est déjà de l'histoire ancienne. Ils habitent en général sur la rive gauche et déjà sur la rive droite, où on aura par la suite les habitats du quartier juif actuel, traditionnel, de la rue des Rosiers, était au Moyen-Âge déjà le dernier quartier juif, celui du XIVe siècle. Sur un plan plus général, ces Juifs médiévaux, qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Pourquoi, exilés, ont-ils perdu l'usage du vieux français? Ils n'étaient pas des marginaux, parce qu'ils faisaient effectivement partie de la société depuis des temps extrêmement reculés. Dans les plus anciens textes que nous avons en France, et particulièrement Grégoire de Tours, les Juifs apparaissent dans beaucoup de villes comme faisant partie de la société. Et ils étaient tout à fait intégrés, à la différence près, mais capitale, de la différence religieuse, qui était évidemment sensible au Moyen-Âge. Mais que faisaient-ils? Ils étaient paysans, vignerons, changeurs, marchands Dans les temps les plus anciens, dans le haut Moyen-Âge, la condition économique des Juifs ne se différenciait guère de celle des autres habitants. Ils étaient essentiellement habitants de petites localités, en général des villages le plus souvent, et ils vivaient de la terre comme la plupart des habitants du haut Moyen-Âge. Ils avaient des vignes, ils avaient des champs, ils avaient des granges, et ils avaient des animaux qu'ils surveillaient. Et certains dans les villes avaient des échoppes artisanales, ils faisaient du petit commerce, ils faisaient de l'artisanat, ils faisaient
car parfois aussi du grand commerce qu'on appelle les marchands qui vont de ville en ville. L'éventail des professions était dans le haut Moyen-Âge très diversifié. Il s'est rétréci vers le bas Moyen-Âge, d'abord avec le mouvement de l'urbanisation des Juifs, et ensuite avec la fonction du prêt à intérêt qui est devenue une fonction connue chez les Juifs, mais pas du tout exclusive. Mais y avait-il des ghettos? Les ghettos sont arrivés plus tard, quand même. Non, le Moyen-Âge ignorait la notion de ghetto. Et il y avait des quartiers juifs, certes, dans lesquels les Juifs avaient installé souvent les synagogues, les écoles, parfois les boucheries, mais ces quartiers, ce sont des toponymes qui ont été donnés par la tradition, à cause justement de la présence de maisons juives ou à la présence de lieux de culte ou d'écoles ou de boucheries ou de bains juifs, mais les Juifs n'étaient pas tenus d'habiter dans ces quartiers et en fait ils n'y habitaient pas tous et par contre des chrétiens habitaient aussi dans les rues qui se sont appelées par la suite rues des Juifs. L'institution du ghetto est très tardive, elle ne commence qu'au XVIe siècle, donc à l'époque où le judaïsme médiéval français avait disparu. Les Juifs ne sont pas partis tous à un même moment d'abord, ni tous dans les mêmes directions. On les retrouve dans différentes régions, en particulier certains d'entre eux, on les retrouve en Espagne, on trouve dans des rôles d'impôts du début du XIVe siècle un Abraham de Niort en Navarre, on trouve un Jacob de Châlons à Manosque, parce que les Juifs portent, comme les chrétiens souvent, les noms de leur localité d'origine. Et on retrouve ces localités dans les noms sur les rôles d'impôts, par exemple dans le nord de l'Italie jusqu'au XVIe siècle, en Espagne, jusqu'en Yougoslavie également. Et il y a des localités du nord de l'Italie, particulièrement en Savoie, où beaucoup de Juifs sont venus après 1394, qui ont conservé très longtemps le rite synagogal de la France médiévale. Particulièrement, il y a un rite qui s'appelle le Nusach Appam. Appam est un sigle pour les villes de Asti, Fossano et Moncalvo, où s'est conservé le rite français très longtemps. Et à Rome, par exemple, au XVIe siècle encore, il y a à l'intérieur de la communauté des querelles très vives entre les originaires de France et les Italiens. Est-ce qu'on peut penser qu'ils sont partis en Pologne, en Hongrie, dans les pays d'Europe de l'Est? Certains, pas directement, certains sont passés dans les domaines de l'empereur, donc en Allemagne, et par la suite il y a eu une lente dérive de Juifs vers l'Est, vers la Pologne au XVIe siècle, au XVIIe siècle, siècle d'or des Juifs polonais, et parmi eux, un bon nombre venaient de France, et nous le savons surtout parce qu'ils emportaient avec eux des manuscrits des rabbins français. L'enseignement des Juifs de France médiévale est devenu l'enseignement tout court dans la plupart des communautés européennes, et par la suite même africaines. Oui, puis ils ont perdu, peut-être, ça va peut-être même pas prononcer le nom d'Isaac de Dampierre ou de Moïse de Courroucy. C'est sûr, dans les recueils de textes rabbiniques, nous avons très souvent les noms des localités dans lesquelles des rabbins célèbres ont enseigné, Évreux particulièrement, Sens, Coucy, Vitry, Melun, Orléans, Étampes, Pontoise, Niort, et bien d'autres qui effectivement paraissent fort mystérieux dans les académies situées en Pologne, en Russie ou plus loin encore. Mais pourquoi ont-ils perdu l'usage du vieux français alors que les séfarades qui ont quitté l'Espagne un siècle plus tard ont gardé l'espagnol du XVIe? Les Juifs ont quitté la France beaucoup plus tôt que les Juifs d'Espagne. La dernière expulsion, qui ne concernait qu'une partie des Juifs, le plus gros était parti en 1306, l'expulsion de 1394 ne concernait qu'un nombre restreint de Juifs, qui certains ont conservé effectivement leur langue un certain temps, mais après semblent l'avoir perdue. Certains ont gardé le souvenir de leurs origines françaises, mais point la langue. La raison en est que les Juifs espagnols expulsés en 1492 se sont retrouvés hors de l'Espagne en très forte communauté.
et dans des domaines où il n'y avait pas de langue dominante, particulièrement dans l'Empire ottoman, qui avait été vidé de ses chrétiens. Alors les Juifs, et puis il y a aussi certainement une volonté de conserver une langue, le judéo-espagnol. C'est un problème tout différent et on ne peut pas procéder par analogie à ce point, de ce domaine. Mais il semble qu'il n'y ait pas eu de concentration réelle des Juifs originaires de France, mais au contraire des tout petits groupes, de quelques familles qui se sont installés dans différents endroits de l'Italie, de l'Espagne, de d'autres pays encore. Mais l'alphabétisation dans cette époque, qui n'était pas barbare vraiment, mais l'alphabétisation des communautés juives était-elle importante ? Oui, nous pouvons le savoir par le nombre des élèves dont il est question dans les recueils rabbiniques, et puis surtout, à mon avis, l'indication la plus frappante est celle des vestiges archéologiques. Je m'explique, il s'agit d'inscriptions, non pas des inscriptions gravées dans des synagogues, nous en avons pas mal, des inscriptions sur des pierres tombales, nous en avons beaucoup aussi, mais ça ce sont des travaux effectués sur commande et qui ne prouvent pas que tout le monde savait parfaitement lire et écrire. Par contre, quand des gens écrivent sur des murs d'un donjon où ils sont prisonniers, comme on trouve à Issoudun, comme on trouve à Montreuil-Bonin, comme on trouve aussi à Vélèche, dans le Poitou, quand on a trouvé beaucoup de symboles pareils, des gens ont été emprisonnés et ils ont écrit la date de leur emprisonnement, leur nom, ils ont écrit également des petits poèmes demandant à Dieu de les libérer de la servitude et ils ont signé leur nom. Et on a même des dessins avec une signature d'une jeune fille, Rachel. Mais l'archéologie, puisque vous êtes un des tenants de l'archéologie juive, on connaît des textes, mais on a du mal à retrouver les synagogues et les monuments. Vous savez, l'archéologie médiévale est une discipline nouvelle de la recherche. Autrefois, l'archéologie ne concernait que l'Antiquité, à l'époque romaine, et on considérait avec grand mépris tout ce qui était médiéval. Alors, sur le plan de l'archéologie juive, nous avons un phénomène comparable, si bien que l'archéologie médiévale existe aujourd'hui, mais pas depuis longtemps. C'est une initiative que j'ai prise moi-même, qui a été encouragée également par M. Blumenkrantz, et que le CNRS a reprise à son compte très récemment, et en investissant beaucoup de moyens dans ce domaine, beaucoup de moyens matériels, et avec des réussites. En particulier, j'ai pu publier l'ensemble des inscriptions hébraïques, plus de 350 trouvées en France, qui sont des monuments tangibles, des restes de synagogues, des restes de cimetières. Nous avons exhumé des vestiges de synagogues, et comme celle de Rouen, par exemple, du XIe siècle. Il y a à travers la France un grand nombre de vestiges semblables que nous avons repérés, qui sont parfois étudiés, quelquefois attendent d'être étudiés. Il y a des endroits où il faut fouiller. Ces choses-là sont maintenant connues. Ce dont nous manquons souvent, c'est de spécialistes, c'est de chercheurs formés dans ce domaine, mais les moyens, les monuments existent aussi. Ils ont été signalés souvent par des amateurs ou par des historiens, et la recherche n'a pas été poussée plus loin. Mais pensez que nous avons plus de 550 localités repérées où nous avons des vestiges juifs du Moyen-Âge, soit archéologiques, synagogues, murs de synagogues, vestiges, cimetières, emplacements de cimetières, tours des Juifs, par exemple, bains rituels. On en a trouvé un et dégagé un magnifique à Montpellier. Cela aussi, ça a été fait par des chercheurs du CNRS, et notamment Madame Danielle Yankou, chargée de recherche au CNRS. C'est un mikvé que l'on visite maintenant et qui est extrêmement beau, un vestige architectural juif du Moyen-Âge, d'une importance très grande. Ces choses-là existent et se développent maintenant. Peuple déicide, peuple témoin, les Juifs sont restés probablement, surtout parce que, aux yeux des chrétiens, ils devaient être peuple témoin. Est-ce votre avis ?
Dans l'ensemble, c'est la position effectivement ecclésiastique. Mais cette position, elle a été modulée suivant les circonstances, suivant les hommes, suivant les besoins. En temps de crise économique, à partir du XIVe siècle, qui est le siècle de crise, effectivement, la tolérance des Juifs s'affaiblit. Mais dans d'autres périodes, elle est au contraire considérée comme très positive. La présence des Juifs dans une ville est considérée comme un signe de l'importance de la ville. Que les Juifs soient présents à Saint-Denis en 1132, lorsque le pape Innocent II y est reçu, cela est noté avec une grande satisfaction par l'historien de cela. Les Juifs font partie de la cité et lui donnent une certaine importance. Tout cela existe aussi. Et puis, il y a des gens comme les hommes de l'ordre de Cluny, qui sont très hostiles aux Juifs, mais par contre, l'ordre de Cîteaux et Clairvaux sont favorables. Saint-Bernard a été particulièrement favorable aux Juifs, et on lui doit probablement le fait que les Juifs de France ont été épargnés lors du départ de la Deuxième Croisade. C'était « Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge » par Michel Chilovitz, avec la participation de Gérard Naon. Réalisation Nicole Salerne.